Pourquoi la Guadeloupe et la Martinique ne réclament-elles pas l'indépendance? Comment ne pas se poser cette question à la lumière de l'actualité qui secoue ces perles, comme on les a appelées, que d'autres appellent les confettis de l'empire colonial? Comment ne pas se poser cette question quand on voit la manière avec laquelle l'État français, disons, observe, se comporte, traite les populations guadeloupéennes et martiniquaises? Les hôpitaux partent en lambeaux, l'eau potable n'est pas accessible à tous, le chômage écrase une grande partie de la jeunesse, les prix asphyxient les portefeuilles, le chlordécone, le scandale du chlordécone n'a encore conduit personne au tribunal. Donc en somme, pour dépeindre le portrait du mépris, il suffit tout simplement de regarder la manière dont ces populations martiniquaises et guadeloupéennes sont traitées par l'État français. Et pourtant, ces dernières ne réclament pas massivement, tout du moins massivement, l'indépendance. Le LKP, qui représente cette indépendance, cet élan, si j'ose dire, indépendantiste, n'est suivi que par une minorité de personnes. Nicolas Sarkozy, du temps où il était au pouvoir avec du haut de ses talonnettes, avait posé sur la table justement cette question, même pas de l'indépendance, mais simplement de l'autonomie, et qui a été balayée d'un non massif par la population. Donc la question est de savoir comment cela se fait-il. Comment une femme qui se fait malmener par son mari, qui se fait mépriser ouvertement par son mari, au su de tous, ça continue encore de s'accrocher au bras de ce dernier. La réponse se situe, pour quiconque veut la chercher, dans la psychologie féminine. Je dis bien dans la psychologie féminine, tant il est vrai qu'une population se distingue, se sépare en deux, avec d'un côté les hommes et les femmes, et pour quiconque s'est un peu intéressé à l'histoire, il est important de savoir que derrière tout mouvement révolutionnaire ou d'indépendance acté, impulsé, se cachent les volontés féminines. La Révolution française n'aurait jamais eu lieu sans l'action des femmes de Paris qui sont parties chercher les rois, le roi Louis XVI à Versailles. La Révolution russe n'aurait jamais eu lieu sans les femmes descendant dans les rues de Pétrograd. Le mouvement des Gilets jaunes n'aurait jamais eu lieu sans la lanceuse d'alerte, sans cette dame dont j'ai oublié le nom, qui a aussi également déclenché, d'un point de vue émotionnel, psychologique, cet élan. Pour le dire autrement, les actions, les mouvements corporels sont d'abord déterminés par justement un basculement psychologique. Et ce basculement psychologique, c'est le devoir, c'est le privilège que possèdent les femmes de tout temps. C'est la femme qui incarne la fibre morale et ainsi que qui dit ce qui est supportable et ce qui ne l'est plus. Donc pour revenir à la réalité martiniquaise et guadeloupéenne, les femmes, manifestement, n'estiment pas que trop, c'est trop. Maintenant, la question est de savoir pourquoi, au vu de tout ce que l'on voit, qui, d'un point de vue extérieur, est censé déjà être 1000 fois trop. Comment cela se fait-il? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Elles continuent, les femmes guadeloupéennes et martiniquaises, à s'accrocher au bras de l'État français, tout méprisant qu'il soit, pour la simple et bonne raison qu'à leurs yeux, le bras de l'homme martiniquais, de l'homme antillais, n'est pas suffisamment solide. Autrement formulé, si la Guadeloupe et la Martinique ne réclament pas l'indépendance, c'est pour une simple et bonne raison, à savoir que les hommes martiniquais, les hommes guadeloupéens, n'ont pas, aux yeux de leurs femmes, les épaules suffisamment solides pour endosser cette responsabilité institutionnelle, économique, politique, de prendre en main le destin collectif. Donc la question est de savoir, en définitive, pourquoi les hommes martiniquais et guadeloupéens, et plus largement les hommes afro, tant il est vrai que cette réalité-là, on peut la plaquer aussi sur la réalité de l'Afrique francophone, CF, le franc CFA, eh bien, pourquoi les hommes afro n'ont pas, à ce jour, les épaules suffisamment solides pour prendre en main le destin de leur population? Pour le dire encore autrement, pourquoi les hommes afro-martiniquais, afro-guadeloupéens, afro de l'Afrique francophone, ne sont pas sortis finalement de stade de l'enfance? Pourquoi sont-ils encore prisonniers de ce que l'on appelle le syndrome de Peter Pan? Voilà la question de fond. Et à cette question, je vais apporter ma part de réponse lors de la prochaine vidéo.
si vous le souhaitez. Donc, si cette vidéo vous intéresse, si le sujet vous intéresse, faites-le moi savoir. Partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne Afro-Noblesse. Si ce n'est pas le cas, si vous estimez que c'est un peu déplacé, que n'étant pas originaire de la Martinique et de la Guadeloupe, je ne dois pas me mêler de ces affaires-là, que la réalité se trouve ailleurs, sur des questions à caractère racial ou dans le syndrome de Stockholm, très bien. Moi, mon but n'est pas de vexer, de heurter, de créer un buzz sur des blessures. Je ne suis pas là pour mettre du piment sur une blessure. Je cherche justement à participer à l'opération qui consiste à recoudre cette blessure, à la faire cicatriser dans une perspective positive. Tout en ayant à l'esprit le fait, comme le disait Steve Biko, l'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Autant dire que la réalité, la problématique entière se trouve d'abord dans nos esprits à nous, afro. Hommes comme femmes, mais surtout les hommes en l'occurrence. Donc cette réalité-là, vous verrez que je vais vous l'expliquer dans une analyse qui se voudra un peu poussée, un peu longue, à condition que vous me fassiez savoir votre désir d'en savoir un petit peu plus. Le cas échéant, vous vous sentez heurté, blessé, froissé par mon propos, je vous prie de m'en excuser. La vidéo, au pire, je la retirerai sans plus attendre.